La fumée noire s'élevait comme une prière corrompue vers le ciel plombé de Charleroi. C'était le souffle rauque de la ville, l'haleine empoisonnée des hauts fourneaux qui travaillaient sans relâche, transformant le charbon en acier, les hommes en fantômes. Juillet 1895 avait apporté une chaleur étouffante qui se mélangeait à la suie industrielle, créant une atmosphère suffocante où chaque respiration laissait un goût métallique au fond de la gorge. Dans le quartier ouvrier de la basse-ville, coincé entre les usines métallurgiques Marcinelle et les mines de charbon du Pays Noir, se trouvait la rue des Flammes, ainsi nommée pour les feux perpétuels des forges qui rougeoyaient jour et nuit. C'était une artère étroite, pavée de pierres inégales, bordée de maisons de briques noircies par des décennies de pollution. Les façades lépreuses semblaient se pencher les unes vers les autres, comme pour se chuchoter des secrets inavouables. Au numéro 17 vivait la famille Lefebvre. Lucien Lefebvre, 11 ans, était assis sur le rebord de la fenêtre du deuxième étage, ses jambes maigres se balançant dans le vide avec une nonchalance inquiétante. Ses yeux, d'un gris acier qui reflétait la couleur du ciel industriel, observaient la rue avec une intensité qui aurait troublé n'importe quel adulte assez attentif pour la remarquer. Mais personne ne regardait vraiment Lucien. Personne ne voyait le petit loup, comme l'appelaient les gamins du quartier. Ce surnom n'était pas né de sa férocité, mais de sa manière de se déplacer, silencieux, calculateur, toujours aux aguets. Lucien avait appris très tôt que la survie dans cette maison exigeait de l'invisibilité et de la ruse. Sa petite taille, même pour un enfant de 11 ans, et ses cheveux châtain clair coupés de manière inégale, lui donnaient un air chétif qui trompait son entourage. Sous cette apparence fragile se cachait un esprit d'une acuité redoutable. « Lucien, descends de là immédiatement avant que je vienne te chercher moi-même !» La voix de Marianne Lefebvre transperça l'air lourd comme un couteau. C'était une voix éraillée par les années de travail à la manufacture de textiles, durcie par l'amertume et le gin bon marché qu'elle consommait depuis que son mari, Auguste, avait pris la mer 6 mois auparavant. 37 ans, mais elle en paraissait 50. Son visage autrefois joli était devenu un masque de rides précoces, ses cheveux bruns striés de gris, son corps épaissi par les grossesses successives et la nourriture grasse qui constituait l'essentiel de leur alimentation. Lucien ne bougea pas immédiatement. Il termina de lire la page du feuilleton qu'il tenait entre ses doigts, taché d'encre. Les mystères de Paris d'Eugène Sue, récupéré dans une poubelle derrière l'imprimerie du journal de Charleroi. Ces histoires de crimes, de vengeance et de justiciers masqués remplissaient son esprit d'images violentes et séduisantes. « Tu m'as entendu, petit démon ?» Cette fois, le bruit de pas lourds dans l'escalier l'accompagnait. Lucien referma le journal froissé, le glissa sous sa chemise élimée et se laissa glisser de la fenêtre avec l'agilité d'un chat. Il descendit les marches usées 2 par 2, croisant sa mère dans le couloir sombre qui sentait le chou bouilli et l'humidité. Marianne le saisit par le bras, ses doigts s'enfonçant dans la chair maigre du garçon. « Combien de fois je dois te dire de pas traîner à cette fenêtre? Tu veux tomber et te briser le cou? Hein? Ça me ferait une bouche de moins à nourrir, c'est sûr !» Ses yeux injectés de sang le fixaient avec un mélange de haine et d'épuisement. Lucien soutint son regard sans ciller, une lueur dangereuse traversant ses iris gris. Ce n'était pas de la peur qu'on lisait dans ses yeux, c'était quelque chose de bien plus troublant, une patience, une évaluation. Je lisais, maman, je faisais rien de mal. Lire ces saletés qui te mettent des idées stupides dans la tête. Donne-moi ça. Elle arracha le feuilleton de sous sa chemise et le déchira en 2 puis en 4, jetant les morceaux sur le sol crasseux. Lucien ne broncha pas, mais quelque chose se durcit dans son expression. Il observa les fragments de papier imprimés éparpillés comme les pièces d'un puzzle qu'il reconstituerait plus tard, en secret, avec de la colle fabriquée à partir de farine et d'eau. « Va chercher ton frère. Il est temps de manger et après, vous irez chercher de l'eau au puits. » Marianne retourna dans la cuisine minuscule où une soupe claire bouillonnait sur le poêle à charbon.
Le fumet anémique ne promettait qu'un repas de plus à base de légumes racornis et d'os sans viande. Depuis qu'Auguste était parti sur un cargo vers les Indes néerlandaises, laissant sa famille avec seulement quelques francs et une promesse de retour quand les affaires seraient bonnes, Marianne avait dû multiplier les heures à la manufacture. Elle rentrait chaque soir les mains griffées par les fils de coton, l'échine courbée, la rage au cœur. Lucien monta au grenier où son frère Émile passait le plus clair de son temps. À 10 ans, Émile était le portrait inversé de Lucien. Cheveux noirs corbeaux, yeux d'un brun profond presque noir, et une corpulence plus solide qui faisait mentir son jeune âge. Mais c'était leur différence de caractère qui était la plus frappante. Là où Lucien était calculateur et silencieux, Émile était impulsif et manipulateur. Il possédait ce don étrange de convaincre les autres de faire ce qu'il voulait sans jamais se salir les mains lui-même. Le grenier était leur sanctuaire. Une pièce basse de plafond, encombrée de malles poussiéreuses et de vieux meubles brisés. La lumière filtrait à travers une lucarne crasseuse, découpant des rectangles de poussière en suspension dans l'air vicié. Émile était assis en tailleur sur une caisse en bois, occupé à sculpter un bout de bois avec un couteau de poche rouillé. « Maman veut qu'on descende manger », annonça Lucien d'une voix neutre. Émile leva les yeux, un sourire étrange jouant sur ses lèvres. C'était ce sourire qui mettait Lucien mal à l'aise, un sourire qui ne montait jamais jusqu'aux yeux, qui restait froid et calculé. Elle a encore gueulé? Comme d'habitude. Un jour, Lulu, faudra qu'on fasse quelque chose, on ne peut pas continuer comme ça éternellement. Cette phrase, Émile la répétait de plus en plus souvent ces dernières semaines. Au début, Lucien pensait qu'il parlait de fuguer, de s'enfuir vers Bruxelles, ou même la France. Mais récemment, le ton d'Émile avait pris une couleur différente, plus sombre, plus définitive. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Émile se leva, rangeant son couteau dans sa poche. Il s'approcha de Lucien, posant une main sur son épaule, avec une familiarité qui ressemblait à de la complicité. « Tu sais exactement ce que je veux dire, petit frère. Dans tes feuilletons, comment ils font, les héros, quand quelqu'un les opprime ?» Lucien sentit son cœur s'accélérer. Il connaissait la réponse. Dans les mystères de Paris, dans Rocambole, dans toutes ces histoires qui peuplaient ses rêves éveillés, les héros se vengeaient. Ils punissaient les méchants. Ils prenaient leur destin en main avec violence et détermination. Émile, on en reparlera, Lulu. Mais pense-y. Pense à combien notre vie serait meilleure sans certaines personnes. Les deux frères descendirent pour le repas dans un silence lourd de non-dits. La cuisine était plongée dans une semi-pénombre. Marianne avait allumé une seule bougie pour économiser, et les ombres dansaient sur les murs humides comme des spectres affamés. Elle servit la soupe dans des bols ébréchés, claquant le récipient métallique avec une violence à peine contenue. « Mangez et taisez-vous. J'ai pas la force d'entendre vos voix ce soir. » Ils mangèrent en silence, le bruit des cuillères raclant la faïence étant le seul son dans la pièce étouffante. Lucien observait sa mère à la dérobée. Ses mains tremblaient légèrement, signe qu'elle avait déjà bu plusieurs verres de gin. Son regard était vague, perdu quelque part entre le ressentiment et l'épuisement total. Parfois, Lucien se demandait si elle les aimait vraiment, ou si elle les voyait simplement comme des fardeaux, des rappels vivants d'un mari absent et d'une vie qui ne serait jamais ce qu'elle avait espéré. Dans les moments de lucidité, il se souvenait de Marianne d'avant, celle qui chantait en cuisinant, qui racontait des histoires le soir, qui embrassait leur front avec tendresse. Mais cette femme avait disparu, noyée dans l'alcool et l'amertume. Après manger, vous allez chercher 3 seaux d'eau, et je veux pas vous voir traîner aux foires ou avec cette racaille de la rue des Charbonniers. C'est compris? Oui, maman, répondirent-ils en chœur. Mais Lucien savait déjà qu'ils iraient à la foire. Ils y allaient toujours. C'était leur seul moment de liberté, leur seul instant où ils pouvaient se fondre dans la foule anonyme des badauds et des pickpockets, des marchands ambulants et des spectacles de rue. La foire Saint-Lambert, qui s'installait chaque été sur la place Charles II, était un kaléidoscope de couleurs, de sons et d'odeurs, qui contrastait violemment avec la monotonie grise de leur existence quotidienne.
Après le repas, Marianne monta dans sa chambre en titubant légèrement. Ils entendirent le grincement du sommier, puis plus rien. Elle s'était effondrée, probablement pour cuver jusqu'au lendemain matin. Lucien et Émile sortirent dans la nuit tombante avec les seaux. L'air était légèrement plus frais, mais toujours chargé de cette odeur de suie et de métal chauffé. Les réverbères à gaz jetaient des flaques de lumière jaune sur les pavés humides. Des groupes d'ouvriers sortaient des tavernes, leurs voix éraillées se mêlant au bruit lointain des machines. Le puits communal se trouvait au bout de la rue, près de l'ancienne chapelle désaffectée. Plusieurs femmes faisaient déjà la queue, leurs silhouettes fatiguées se découpant contre la lumière tremblante des lanternes. Lucien et Émile prirent leur place, attendant en silence. « Tu y as pensé ?» murmura Émile, ses yeux brillants d'une intensité fiévreuse dans la pénombre. « À quoi ? À ce que j'ai dit, au grenier. » Lucien sentit un frisson glacé courir le long de sa colonne vertébrale. Oui, il y avait pensé. Depuis plusieurs semaines, en fait. Depuis la dernière correction, quand Marianne l'avait frappé avec la ceinture de cuir d'Auguste, jusqu'à ce que son dos soit zébré de marques rouges. Depuis qu'elle avait menacé de les envoyer à l'orphelinat de la Charité, où les enfants dormaient sur de la paille et mouraient de tuberculose avant leurs 12 ans. « C'est mal, Émile. On peut pas. Mal !» Émile ricana doucement. « C'est elle qui est mauvaise, Lulu. Elle nous frappe, elle nous affame, elle nous dit qu'on est des boulets. Papa est parti à cause d'elle, tu sais, il pouvait plus la supporter. Tu dis n'importe quoi. C'est la vérité. J'ai entendu leur dispute. Elle le traitait de bon à rien, elle disait qu'il gaspillait tout l'argent à la taverne, elle l'a poussé à partir, et maintenant elle nous fait payer pour sa propre misère. » Les paroles d'Émile s'infiltraient dans l'esprit de Lucien comme du poison dans une plaie ouverte. Une partie de lui savait que son frère manipulait la réalité, tordait les faits pour servir son objectif obscur. Mais une autre partie, celle qui portait les cicatrices des corrections, celle qui s'endormait le ventre creux, celle qui avait appris à se faire invisible pour éviter les coups. Cette partie-là écoutait avec une attention dangereuse. Ils remplirent leurs seaux et commencèrent le trajet de retour. L'eau clapotait contre les parois métalliques, créant un rythme hypnotique. Les rues étaient presque désertes maintenant, seulement ponctuées de quelques ombres furtives, mendiants, prostituées, ivrognes. Plutôt que de retourner directement à la maison, Émile bifurqua vers la place Charles II où la foire battait son plein malgré l'heure tardive. Les lanternes colorées créaient une atmosphère presque féerique, tellement différente de la noirceur industrielle du reste de la ville. Des rires fusaient, des orgues de barbarie jouaient des mélodies entraînantes, des camelots vantaient leurs marchandises miraculeuses. Ils posèrent leurs seaux près d'un mur et se fondirent dans la foule. Lucien sentit immédiatement cette sensation de liberté qui ne venait que dans ces moments volés. Ici, personne ne les connaissait. Personne ne les jugeait. Ils pouvaient être n'importe qui. Un spectacle de marionnettes attirait une foule d'enfants et d'adultes. Les personnages en bois rejouaient une scène de crime. Un mari jaloux poignardant sa femme infidèle, puis se faisant arrêter par le policier comique. Le public riait et applaudissait à chaque coup de bâton, à chaque goutte de sang rouge peinte qui éclaboussait la scène miniature. Lucien regardait, fasciné. La simplicité brutale de la justice représentée ici avait quelque chose d'attirant. Le méchant était puni, l'ordre était rétabli. Tout était clair, net, définitif. « Tu vois » chuchota Émile à son oreille, « même les marionnettes le savent. Parfois, il faut en venir aux extrêmes pour que les choses changent. » Un vendeur ambulant passa près d'eux, proposant des couteaux et des outils. Émile s'arrêta, examinant la marchandise avec un intérêt qui fit battre le cœur de Lucien plus fort. « Combien pour celui-là » demanda Émile en désignant un couteau à lame fixe, long comme une main d'homme, avec un manche en bois noirci. 2 francs 50, gamin, c'est de l'acier de Solingen, importé d'Allemagne. Tranche n'importe quoi. Émile sortit quelques pièces de sa poche, de l'argent volé dans la bourse de Marianne. Lucien en était certain. Le marchand ne posa aucune question. Dans ce quartier, personne ne posait jamais de questions. Le couteau changea de main. En rentrant chez eux, leur seau d'eau ballottant à nouveau, Émile tourna la lame dans la lumière d'un réverbère.
L'acier brillait d'un éclat froid et prometteur. Un jour prochain, petit frère. Un jour très prochain. Notre vie va changer. Lucien ne répondit pas. Mais cette nuit-là, allongé sur la paillasse qu'il partageait avec Émile dans la chambre minuscule qui sentait le moisi, il ne trouva pas le sommeil. Les paroles de son frère tournaient dans sa tête comme les rouages d'une machine infernale. Les images de ses feuilletons se mêlaient à la réalité, créant un mélange toxique où les frontières entre fiction et réalité s'estompaient dangereusement. Quelque part dans la maison, Marianne ronflait bruyamment, complètement inconsciente de ce qui se tramait dans l'esprit de ses deux fils. Le petit loup veillait, et le loup, quand il a faim, finit toujours par montrer les dents. « D'où me suivez-vous? Laissez un commentaire. » Les jours suivants s'écoulèrent dans une tension palpable. Juillet tirait à sa fin, apportant des orages violents qui transformaient les rues de Charleroi en rivières boueuses. L'eau de pluie se mélangeait aux déchets industriels, créant des ruisseaux noirs qui serpentaient entre les pavés. Les égouts débordaient, répandant une odeur pestilentielle qui s'ajoutait à la puanteur habituelle de la ville. Lucien avait changé. Quelque chose d'imperceptible pour la plupart, mais Émile le voyait. Son frère était devenu encore plus silencieux, encore plus observateur. Il passait des heures à regarder Marianne avec cette intensité glaciale qui faisait penser à un chat fixant un oiseau avant de bondir. Le couteau avait disparu de la vue, mais Lucien savait exactement où Émile l'avait caché, sous une latte de plancher mal fixée dans le grenier, enveloppée dans un chiffon huileux pour éviter la rouille. Plusieurs fois, il avait surpris son frère en train de le sortir, de le nettoyer, de tester son fil sur des bouts de corde. C'était devenu une obsession silencieuse. Marianne, de son côté, semblait s'enfoncer de plus en plus profondément dans son propre abîme. Les bouteilles de gin se succédaient à un rythme alarmant. Elle avait été renvoyée de la manufacture pour s'être présentée ivre, et depuis, elle passait ses journées à errer dans la maison comme un fantôme amer, cherchant des prétextes pour décharger sa rage sur ses fils. Le 22 juillet, un mardi particulièrement étouffant, les choses prirent un tournant décisif. Lucien était descendu en ville avec quelques sous gagnés, emportant des sacs de charbon pour un marchand. Il traînait près de l'imprimerie du Journal de Charleroi, espérant récupérer des feuilletons dans les poubelles, quand son regard tomba sur une affiche placardée au mur. Les influences néfastes des feuilletons populaires sur la jeunesse. Conférence du docteur Henri Lavergne, Société belge de pédagogie et de morale. Salle des sociétés, 25 juillet. L'affiche comportait des illustrations sensationnalistes, montrant des enfants lisant des livres avec des couvertures lurides, leurs visages transformés en masques démoniaques. Le texte dénonçait la corruption de l'innocence enfantine par les récits de crimes et de violences qui emplissent l'esprit des jeunes d'idées perverses et dangereuses. Lucien arracha l'affiche et la fourra sous sa chemise. Il ne savait pas pourquoi exactement, peut-être par défi, peut-être par curiosité morbide. En rentrant à la maison, il la cacha dans son matelas. Ce soir-là, Marianne était dans un état pire que d'habitude. Elle avait reçu une lettre d'Auguste, la première en 3 mois. Le cargo avait fait escale à Batavia, et il écrivait qu'il resterait là-bas encore quelques mois, parce que les opportunités étaient bonnes. Pas un mot d'amour, pas une question sur ses fils, juste une promesse vague d'envoyer de l'argent quand il le pourrait. La lettre avait achevé quelque chose en Marianne. Toute l'après-midi, elle avait bu en pleurant, alternant entre le chagrin et la fureur. Quand les garçons rentrèrent avec le pain du soir, une miche dure achetée avec les dernières pièces, elle était assise à la table de la cuisine, la bouteille presque vide devant elle, les yeux rouges et gonflés. « Vous, dit-elle d'une voix pâteuse en les pointant du doigt, vous êtes exactement comme lui, des parasites, des sangsues. Je vous ai porté, je vous ai mis au monde. Et pourquoi? Pour que vous me suciez le sang jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien ?» Lucien posa le pain sur la table sans un mot, essayant de passer rapidement pour monter à l'étage. Mais Marianne fut plus rapide. Elle se leva en titubant et le saisit par le col de sa chemise. « Tu crois pouvoir m'ignorer?
Tu crois que tu es meilleur que moi parce que tu sais lire tes saletés de journaux? Lâche-moi, maman. La gifle partit sans prévenir, claquant contre la joue de Lucien avec une force qui le fit tituber. Le goût du sang emplit sa bouche. Elle lui avait ouvert la lèvre. « Tu me parles pas sur ce ton, sale petit rat !» Une deuxième gifle, puis une troisième. Émile regardait la scène sans bouger, ses yeux noirs brillant d'une émotion indéchiffrable. Il ne faisait rien pour intervenir, mais il ne détournait pas le regard non plus. Il observait, comme on observe une expérience scientifique. Marianne relâcha finalement Lucien qui s'effondra sur le sol, le visage en feu, les larmes brouillant sa vision. Mais ce n'étaient pas des larmes de douleur ou de chagrin, c'était quelque chose de bien plus dangereux. Des larmes de rage pure et cristallisées. « Monte dans ta chambre, je veux plus te voir de la soirée !» Lucien se releva lentement, les jambes tremblantes. Il passa devant Émile sans un regard et monta les escaliers en chancelant. Une fois dans leur chambre, il s'effondra sur la paillasse, son corps secoué de sanglots silencieux. Quelques minutes plus tard, Émile entra et referma la porte doucement. Il s'assit à côté de son frère, posant une main sur son épaule. « Ça suffit, Lulu. Tu es d'accord maintenant? Ça suffit. » Lucien se retourna, son visage tuméfié, tordu par une émotion qu'il n'avait jamais ressentie avec une telle intensité. Quelque chose s'était brisé en lui ce soir. La dernière digue qui retenait ses pensées sombres venait de céder. « Comment ?» murmura-t-il, sa voix rauque et basse. « Comment on fait ?» Le sourire qui étira les lèvres d'Émile était celui d'un démon satisfait. Il sortit le couteau de sous sa veste. Il l'avait sur lui. Lucien réalisa avec horreur. Émile avait anticipé ce moment. Il l'avait attendu. Peut-être même l'avait-il provoqué en laissant Marianne le frapper sans intervenir. La nuit, quand elle dort, elle boit tellement qu'elle dort comme une morte. On entre, on fait ce qu'il faut faire, et après on est libre, Lulu. On peut prendre son argent, aller à Bruxelles, commencer une nouvelle vie. Papa nous cherchera jamais. Il s'en fout de nous. On sera libre. Les mots étaient dits avec une telle conviction, une telle simplicité, que pendant un moment, cela sembla être la seule solution logique. Dans l'esprit perturbé de Lucien, où les héros de feuilleton menaient leur justice personnelle, où les méchants devaient être punis, le plan d'Émile prenait des airs de croisade « righteous ». « Quand ?» demanda Lucien, sa propre voix lui semblant lointaine, comme si quelqu'un d'autre parlait à travers lui. « Bientôt, très bientôt. On doit d'abord se préparer, réfléchir à chaque détail. » Les jours suivants furent consacrés à ce que Émile appelait la préparation. C'était lui qui menait la danse, qui élaborait le plan avec une précision glaçante pour un enfant de 10 ans. Lucien suivait, emporté par un mélange de peur, de fascination et de rage encore brûlante. Émile avait volé une petite bourse dans le tablier de Marianne, 5 francs et quelques pièces de monnaie. Avec cet argent, il acheta un deuxième objet, un gourdin de bois dur, le genre utilisé par les contremaîtres pour discipliner les ouvriers récalcitrants, acheté à un ferrailleur louche de la rue des Charbonniers qui ne posa aucune question. « On peut pas juste utiliser le couteau », expliqua Émile avec le sérieux d'un stratège militaire. « Il faut d'abord qu'elle soit inconsciente. Le gourdin pour l'assommer, le couteau pour finir. Propre, rapide, silencieux. » Lucien l'écoutait, son esprit oscillant entre l'horreur de ce qu'il planifiait et une sorte de détachement clinique. Il se sentait comme un personnage dans un de ses feuilletons, comme si tout cela n'était pas vraiment réel, mais plutôt une histoire qu'il lisait et dans laquelle il s'était étrangement retrouvé piégé. Ils observèrent les habitudes de Marianne avec l'attention de prédateurs. Elle se couchait généralement vers 10 heures du soir, complètement ivre. Elle fermait rarement sa porte à clé, elle n'avait jamais craint ses propres fils. Sa chambre était au premier étage, juste à côté de l'escalier. Une fenêtre donnait sur la rue, mais les rideaux épais étaient toujours tirés. « On le fait samedi soir », décida Émile. « C'est le jour où elle boit le plus. Le lendemain, c'est dimanche. Personne viendra frapper à la porte. Ça nous laisse du temps. » Du temps pourquoi? Pour que ça ait l'air d'autre chose. Un cambriolage qui a mal tourné, peut-être? On doit réfléchir.
Lucien réalisa avec un frisson que son frère avait pensé à tout. Émile n'agissait pas sur un coup de tête ou dans un moment de rage aveugle. C'était calculé, prémédité. Et d'une certaine manière, cette froideur rendait tout plus terrifiant que n'importe quelle violence impulsive. Le vendredi, la veille du jour choisi, Lucien faillit tout abandonner. Il était allé à l'église Saint-Christophe, pas par foi, car Marianne ne les avait jamais vraiment élevés dans la religion, mais par une dernière tentative désespérée de trouver une raison, n'importe laquelle, de ne pas faire ce qui semblait désormais inévitable. L'église était presque vide, à part quelques vieilles femmes en prière. Les vitraux jetaient des éclats de lumière colorée sur les bancs de bois. Lucien s'assit au fond, ses mains tremblant sur ses genoux. Un prêtre âgé, le père Damien, s'approcha de lui. C'était un homme doux aux cheveux blancs, connu dans le quartier pour son travail auprès des pauvres et des enfants abandonnés. « Tu sembles troublé, mon garçon. Veux-tu parler ?» Lucien leva les yeux vers lui. Pendant un instant, il fut tenté de tout dire, de confesser ce qui n'était encore qu'un plan, une potentialité, quelque chose qui pouvait encore être arrêté. Mais les mots se figèrent dans sa gorge. Comment expliquer ? Comment faire comprendre à ce vieil homme bienveillant la complexité de sa situation, la rage, la peur, la manipulation d'Émile, la violence de Marianne, l'abandon de son père? Non, mon père, je priais juste. Le prêtre posa une main sur sa tête dans un geste de bénédiction. Dieu voit tout, mon enfant, même nos pensées les plus sombres, mais il offre toujours le pardon à ceux qui le cherchent sincèrement. Souviens-toi de cela. Lucien quitta l'église avec ces mots résonnant dans son esprit. Dieu voit tout. Mais si Dieu voyait vraiment tout, pourquoi permettait-il que des enfants soient battus et affamés? Pourquoi permettait-il que des mères se transforment en monstres? Ces questions, Lucien ne pouvait pas les poser, alors elles tournaient dans sa tête sans réponse, alimentant sa colère et sa confusion. Le samedi arriva avec une chaleur accablante. Un orage grondait au loin, promettant une tempête pour la soirée. L'air était électrique, chargé d'une tension qui semblait se refléter dans l'atmosphère de la maison Lefebvre. Marianne passa la journée dans sa chambre, ne descendant que pour prendre des bouteilles et du pain. Elle ne dit pas un mot à ses fils, les ignorant complètement comme s'ils n'existaient pas. Ce silence était presque plus troublant que ses accès de violence. En fin d'après-midi, Lucien et Émile allèrent à la foire une dernière fois. Ils dépensèrent les quelques sous qu'il leur restait en sucreries et en spectacles, se gavant de plaisirs éphémères comme des condamnés avant l'exécution. Mais cette fois, ce n'était pas eux qui allaient être exécutés. Ils regardèrent un spectacle de marionnettes représentant l'histoire de Guignol qui se vengeait d'un propriétaire cruel. La foule riait aux éclats à chaque coup que Guignol donnait, à chaque humiliation infligée aux méchants. Lucien ne riait pas. Il observait, fasciné par la simplicité de la justice représentée sur cette scène miniature. « Tu es prêt ?» murmura Émile, alors qu'il rentrait à la maison dans la lumière déclinante. Lucien ne répondit pas immédiatement. Ses jambes le portaient automatiquement, un pas après l'autre sur les pavés inégaux. Le tonnerre grondait plus fort maintenant, et les premières gouttes de pluie commençaient à tomber, écrasant la poussière de la rue. « Je sais pas, Émile, c'est notre mère. » Émile s'arrêta brusquement, se tournant vers son frère. Dans la lumière grisâtre de la fin de journée, son visage avait pris une expression de détermination implacable. Elle a arrêté d'être notre mère le jour où elle a commencé à nous battre comme des chiens. Elle a arrêté d'être notre mère le jour où papa est parti et qu'elle nous a rendus responsables. C'est plus qu'une femme méchante et ivre qui nous veut du mal, Lulu. Et si on fait rien, un jour elle va nous envoyer à l'orphelinat, ou pire. Ou pire comment? Les yeux noirs d'Émile brillèrent d'une lueur étrange. Tu te souviens du petit Thomas Bertrand, celui qui habitait rue des Mineurs? Sa mère l'a noyé dans la Sambre l'année dernière. Ils ont dit que c'était un accident, mais tout le quartier savait la vérité. Elle pouvait plus le supporter, alors elle l'a emmené au pont et elle l'a jeté. Personne n'a rien fait parce que personne se soucie des enfants comme nous. Lucien sentit un frisson glacé parcourir son échine. Il se souvenait de Thomas.
Un garçon maigre, aux yeux trop grands, toujours couvert de bleu. Et puis un jour, il n'était plus là. Les adultes avaient chuchoté, puis oublié. La vie avait continué. C'est nous ou elle, Lulu. Tu dois comprendre ça. C'est nous ou elle. L'orage éclata avec violence quand ils arrivèrent rue des Flammes. La pluie tombait maintenant en trombe, transformant les rues en torrents. Les égouts débordaient, charriant des détritus nauséabonds. Le ciel était noir comme en pleine nuit, zébré d'éclairs éblouissants. Ils entrèrent dans la maison trempée jusqu'aux os. Marianne n'était nulle part en vue, mais ils entendaient ses ronflements à l'étage. Elle s'était déjà couchée, terrassée par l'alcool et l'épuisement. Les deux frères montèrent dans leur chambre sans un mot. Ils se séchèrent et enfilèrent des vêtements secs avec des gestes mécaniques. Émile sortit le couteau et le gourdin de leur cachette. Il les déposa sur la paillasse entre eux, les armes luisant faiblement dans la pénombre. « On attend minuit, » dit-il. « Qu'elle soit dans son sommeil le plus profond. » Les heures qui suivirent furent les plus longues de la vie de Lucien. Ils restèrent assis côte à côte sur leur lit, écoutant la tempête faire rage dehors, écoutant les ronflements réguliers de Marianne de l'autre côté du couloir. Ni l'un ni l'autre ne parlait. Qu'y avait-il à dire? Lucien pensait à tout et à rien. À son père quelque part sur un océan lointain, à l'école qu'il n'avait fréquentée que sporadiquement, au feuilleton qu'il aimait tant et qui maintenant semblait avoir empoisonné son esprit avec des idées de vengeance et de justice personnelle. À sa mère telle qu'elle avait été autrefois, quand elle souriait encore, quand elle sentait la lavande et non le gin. Mais surtout, il pensait à l'avenir, à ce qui viendrait après. Émile avait promis la liberté, mais Lucien savait instinctivement que ce n'était pas vrai. Il n'y aurait pas de liberté après ça, juste un autre genre de prison, invisible, mais tout aussi réel. L'horloge de l'église Saint-Christophe sonna minuit. 12 coups longs et graves qui résonnèrent à travers la ville endormie. Émile se leva, ramassant le gourdin. « C'est l'heure. Si cette histoire macabre vous a donné des frissons, partagez-la avec un ami qui aime les contes d'horreur. » Lucien ne se souvient pas d'avoir pris la décision de se lever. Son corps bougea de sa propre volonté, comme actionné par des fils invisibles. Il prit le couteau, froid, lourd, réel, d'une manière qui rendait tout soudainement très concret. Jusqu'à ce moment, une partie de lui avait peut-être espéré que tout cela n'était qu'un jeu morbide, une fantaisie sombre qu'il ne mettrait jamais vraiment à exécution. Mais le poids du couteau dans sa main chassait toute illusion. Émile ouvrit la porte de leur chambre avec une lenteur exagérée, évitant soigneusement les lattes du plancher qui grinçaient. Le couloir était plongé dans une obscurité presque totale, à peine troublée par la faible lueur d'un réverbère de la rue qui filtrait à travers une fenêtre crasseuse. Les ronflements de Marianne étaient clairement audibles, profonds, réguliers, le sommeil lourd d'une ivrogne. Ils avancèrent en silence, leurs pieds nus ne faisant aucun bruit, sur le bois humide. La porte de la chambre de Marianne était entr'ouverte, comme toujours. Elle n'avait jamais eu peur dans sa propre maison, jamais pensé qu'un danger pouvait venir de ses propres enfants. Émile s'arrêta sur le seuil, se tournant vers Lucien. Dans la pénombre, son visage n'était qu'une tache pâle, mais ses yeux brillaient avec une intensité fiévreuse. Il fit un geste de la main. « Toi d'abord !» Et c'est là que se produisit la première fracture dans le plan d'Émile. Lucien réalisa avec une clarté soudaine et glacée que son frère n'avait jamais eu l'intention de faire le travail lui-même. Émile était le cerveau, le manipulateur, l'instigateur, mais il voulait que Lucien soit l'exécuteur. Il voulait que les mains de son frère soient celles qui seraient tachées de sang. « Non !» chuchota Lucien. « Toi aussi. On le fait ensemble, ou on le fait pas. » Un éclair de contrariété traversa le visage d'Émile, mais il hocha finalement la tête. Ils entrèrent ensemble dans la chambre. L'odeur était immédiatement reconnaissable, un mélange de gin, de sueur, et cette odeur aigre de corps qui ne se lave pas régulièrement. La pièce était petite et encombrée. Le lit occupait presque tout l'espace. Une vieille armoire bancale bloquait le mur opposé et quelques vêtements étaient éparpillés sur le sol.
Marianne était allongée sur le dos, la bouche ouverte, un bras pendant hors du lit. La couverture avait glissé, révélant sa chemise de nuit déchirée. Dans la faible lumière, elle avait l'air très vieille et très fatiguée. Pas du tout le monstre que Émile avait dépeint. Juste une femme brisée par la vie, noyant son désespoir dans l'alcool. Lucien sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. « C'est encore ma mère, je peux pas faire ça, je peux... » Mais Émile bougea. Le gourdin s'abattit avec une violence surprenante sur la tête de Marianne. Un coup sourd, écœurant. Les ronflements cessèrent instantanément. Elle gémit faiblement, ses paupières papillonnant, mais ne se réveilla pas complètement. Le coup l'avait assommée, la plongeant dans une semi-inconscience. « Le couteau, maintenant !» siffla Émile, ses yeux fous brillant dans la pénombre. Lucien resta figé, le couteau tremblant dans sa main. Son esprit hurlait deux messages contradictoires. « Fais-le et ne le fais pas !» Les secondes s'étiraient comme des heures. Puis, Marianne gémit à nouveau, sa main se levant faiblement vers sa tête blessée. Elle allait se réveiller. Elle allait voir ce qu'ils avaient fait, et alors, le couteau plongea. Lucien ne prit jamais consciemment la décision. Ce fut comme si son bras agissait indépendamment de sa volonté. La lame s'enfonça dans le côté de sa mère, juste en dessous des côtes. Il sentit la résistance du tissu, puis de la chair, puis quelque chose de plus profond et de plus mou. Marianne ouvrit brusquement les yeux. Même dans l'obscurité, Lucien vit l'incompréhension totale dans son regard. Puis la douleur, puis, et c'était le pire, la reconnaissance. Elle le voyait. Elle comprenait que c'était son propre fils qui tenait le couteau dans son ventre. Ses lèvres bougèrent, formant un mot silencieux. « Pourquoi ?»« Encore !» ordonna Émile, sa voix tendue et aiguë. « Tu l'as pas tué, encore !» Le deuxième coup fut plus profond, visant le cœur cette fois. Lucien avait lu dans ses feuilletons que c'était là qu'il fallait frapper pour tuer rapidement. La lame s'enfonça entre les côtes avec un bruit horrible, un craquement mouillé qui hanterait ses cauchemars pour le reste de sa vie. Marianne émit un son, pas tout à fait un cri, pas tout à fait une expiration, quelque chose entre les deux. Ses mains griffèrent faiblement le bras de Lucien, pas avec violence, mais avec une sorte de supplication désespérée. Et puis, lentement, elle cessa de bouger. Ses yeux restèrent ouverts, fixant le plafond avec une expression figée entre la surprise et l'horreur. Un filet de sang s'échappa de sa bouche, noire dans la pénombre. Lucien lâcha le couteau qui tomba sur le lit avec un bruit sourd. Il recula, ses jambes heurtant le mur derrière lui. Il tremblait de tous ses membres, incapable de détacher son regard du corps inerte de sa mère. Émile, lui, s'approcha du lit. Il posa deux doigts sur le cou de Marianne, cherchant un pouls. Après quelques secondes, il se redressa, un sourire étrange et terrifiant étirant ses lèvres. « C'est fait !» murmura-t-il avec une satisfaction presque extatique. « Elle est morte, on est libre, Lulu. » Mais Lucien ne se sentait pas libre. Il se sentait comme si un poids immense venait de s'écraser sur ses épaules, un poids qui ne le quitterait jamais. Il regardait ses mains dans la faible lumière, elles étaient couvertes de sang, du sang de sa mère. Le liquide poisseux séchait déjà, créant une sensation de rigidité sur sa peau. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» parvint-il à articuler, sa voix n'étant qu'un murmure rauque. C'est là que se produisit la vraie révélation, le véritable moment de Ten dans leur histoire macabre. Émile se tourna vers lui, et dans ses yeux, Lucien vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant, ou plutôt quelque chose qu'il avait toujours vu, mais qu'il n'avait jamais vraiment compris. Ce n'était pas du soulagement, ce n'était pas de la peur, c'était une lueur de triomphe froid et calculé. « On va dormir », dit Émile simplement. « On va retourner dans notre chambre, on va se laver les mains, et on va dormir comme si de rien n'était. » « Dormir ? Dormir ? Elle est morte, Émile. On vient de tuer notre mère, et tu veux qu'on aille dormir ? » « Baisse ta voix, » siffla Émile. « Oui, on va dormir. Demain, on réfléchira à ce qu'on fait d'elle. Mais pour l'instant, on agit normalement. Si quelqu'un se réveille dans les maisons voisines et qu'ils entendent du remue-ménage, ça va paraître suspect. » La logique glaciale de son frère laissa Lucien sans voix.
Émile avait pensé à tout, même à l'après. Il n'avait jamais paniqué, jamais hésité. C'était comme s'il avait répété cette scène dans sa tête des centaines de fois, perfectionnant chaque détail. On va vraiment la laisser là? On n'a pas le choix pour cette nuit. Demain, on trouvera une solution. Ils retournèrent dans leur chambre dans un état de stupeur. Lucien se lava les mains dans la cuvette d'eau froide, frottant et frottant, jusqu'à ce que sa peau soit rouge et à vif. Mais il sentait toujours le sang. Il le sentait sur ses mains, dans ses cheveux, sur ses vêtements, même si objectivement, il en avait enlevé toute trace visible. Émile, lui, se lava méthodiquement et efficacement, puis se coucha sur la paillasse comme si c'était une nuit normale. « Essaie de dormir, Lulu. Demain sera une longue journée. Dormir. » Le concept semblait absurde, mais par un étrange mécanisme de survie psychologique, Lucien sentit une fatigue immense s'abattre sur lui. Son esprit, incapable de traiter l'horreur de ce qui venait de se passer, choisit simplement de s'éteindre. Il s'allongea à côté de son frère et, contre toute attente, sombra dans un sommeil agité, peuplé de cauchemars, où sa mère le regardait avec ses yeux accusateurs, où sa bouche formait encore et encore ce mot silencieux. Pourquoi? Mais le vrai cauchemar commençait à peine. Car le lendemain matin, quand Lucien se réveilla avec le soleil filtrant à travers la lucarne poussiéreuse, la première chose qu'il vit fut Émile, assis en tailleur sur la paillasse, qui le regardait avec un sourire étrange. « Bonjour, petit frère. Comment tu te sens ?» La question était si décalée, si normale dans ce contexte absolument anormal, que Lucien faillit rire hystériquement. Comment il se sentait? Il venait de tuer sa mère. Il sentait comme si son âme entière avait été arrachée de son corps et jetée dans un gouffre sans fond. Je sais pas. Tu vas t'habituer. C'est juste le premier jour le plus dur. Le premier jour. Comme s'il y en aurait beaucoup d'autres. Comme si c'était désormais leur nouvelle normalité. Émile se leva et s'étira, aussi décontracté qu'un dimanche matin normal. « J'ai réfléchi toute la nuit, dit-il. Enfin, presque toute la nuit. J'ai dormi un peu aussi. Mais j'ai un plan. Un plan pour quoi? Pour nous, pour ce qu'on fait maintenant. D'abord, on va faire comme si tout était normal. On va vivre dans la maison comme d'habitude. Si les voisins demandent où est maman, on dira qu'elle est malade, qu'elle veut pas être dérangée. Personne vient jamais vraiment nous voir de toute façon, alors ça devrait tenir quelques jours. Quelques jours? Émile, son corps, il va... Je sais. C'est pour ça qu'on a seulement quelques jours. Pendant ce temps, on trouve l'argent qu'elle a caché. Je sais qu'elle a de l'argent quelque part. Les économies de papa, probablement. Et puis on part. On va à Bruxelles, ou peut-être même à Paris. On se fait passer pour des orphelins, on trouve du travail, et on recommence une nouvelle vie. Le plan était fou, complètement insensé, mais dans l'esprit fragmenté de Lucien, il semblait être la seule option. Que pouvait-il faire d'autre? Aller voir la police et avouer. Ils seraient pendus ou enfermés jusqu'à leur mort dans un de ces asiles terrifiants dont on racontait des histoires dans le quartier. Et si on nous attrape? Émile haussa les épaules avec une insouciance terrifiante. On nous attrapera pas si on est malin. Et on est malin, Lulu. Surtout toi. Tu lis tous ces feuilletons. Tu sais comment les criminels se font prendre. On fera juste le contraire. Ils descendirent pour le petit déjeuner dans une atmosphère surréaliste. Émile se comportait comme si absolument rien n'était arrivé, préparant du thé et coupant du pain rassis. Lucien le regardait faire, fasciné et horrifié par sa capacité à compartimenter, à séparer ce qui s'était passé de la réalité présente. « Tu vas dans sa chambre ?» demanda Lucien, sa voix tremblante. « Pas tout de suite, mais oui, il faudra qu'on y aille. On doit la couvrir mieux, qu'elle se décompose pas trop vite, et chercher l'argent. » L'idée de retourner dans cette chambre, de voir à nouveau le corps de leur mère, remplissait Lucien d'une terreur viscérale. Mais Émile avait raison. Il n'avait pas le choix. Après avoir mangé sans appétit, les deux frères montèrent à l'étage. La porte de la chambre de Marianne était toujours entr'ouverte, exactement comme il l'avait laissée. Une odeur légère mais distincte flottait dans l'air. Le début de la décomposition.
Émile entra en premier, avec cette assurance qui ne l'avait jamais quitté. Lucien le suivit, forçant ses jambes à avancer malgré chaque fibre de son être qui hurlait de fuir. Marianne était exactement dans la même position. Ses yeux étaient toujours ouverts, mais quelque chose avait changé. Ils n'étaient plus vraiment des yeux humains, ils étaient vitreux, vides, comme ceux d'un poisson mort. Une rigidité cadavérique commençait à s'installer, donnant à son corps une posture raide et contre nature. Le sang avait formé une grande tache sombre sur les draps et le matelas. Il y en avait moins que Lucien ne l'avait imaginé. Les films des coups n'avaient pas été assez violents pour créer des projections spectaculaires, mais la flaque qui s'était formée sous son corps était substantielle et d'un rouge-brun écœurant. « Aide-moi à la recouvrir », ordonna Émile. Ensemble, avec des gestes maladroits et répugnés, ils tirèrent les draps par-dessus le corps, cachant le visage de Marianne et la blessure béante dans son flanc. Lucien sentit ses doigts effleurer la peau froide et raide de sa mère, et il dut se retenir de vomir. Une fois le corps recouvert, Émile commença méthodiquement à fouiller la chambre. Il vida les tiroirs de l'armoire, souleva le matelas, chercha sous le lit. Il était efficace, concentré, sans émotion visible. Dans le double fond d'un vieux coffre en bois, il trouva ce qu'il cherchait. Une petite bourse en cuir, contenant environ 20 francs en pièces et billets, les économies que Auguste avait laissées, que Marianne avait cachées. « Parfait !» dit Émile avec satisfaction. « Avec ça, on peut tenir plusieurs semaines, peut-être un mois si on est économe. » Ils refermèrent la porte de la chambre et retournèrent dans le reste de la maison. Et ainsi commença la phase la plus bizarre et la plus macabre de toute cette histoire. 3 jours où 2 enfants vécurent normalement dans une maison qui contenait le cadavre de leur mère. Ce dimanche, ils allèrent à la foire. Avec l'argent volé, ils s'offrirent tout ce qui leur avait toujours été refusé. Des confiseries à la menthe et au citron, des gaufres chaudes couvertes de sucre, des billets pour tous les spectacles. Ils rirent autour des acrobates, ils applaudirent les marionnettes, ils coururent entre les stands comme n'importe quels autres enfants profitant d'un beau jour d'été. Mais parfois, au milieu de cette joie artificielle et frénétique, Lucien s'arrêtait brusquement, frappé par la réalité de ce qu'ils avaient fait. Il voyait d'autres enfants avec leur mère, il voyait des familles normales qui riaient ensemble, et une douleur aiguë lui transperçait la poitrine. « Qu'est-ce qu'on a fait ? Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait ?» Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton « Merci » en forme de cœur, afin que nous puissions continuer à vous proposer des histoires aussi sombres et captivantes que celle-ci. Le lundi matin se leva avec une chaleur déjà accablante. Lucien se réveilla en sursaut, momentanément désorienté, espérant follement que tout n'avait été qu'un cauchemar horrible. Mais l'odeur qui flottait maintenant distinctement dans toute la maison dissipa rapidement cette illusion. C'était une odeur douce et écœurante, comme de la viande avariée, mélangée à quelque chose de plus profondément répugnant. La décomposition progressait rapidement dans la chaleur de juillet. Émile était déjà debout, assis près de la fenêtre, regardant la rue. Il se tourna vers Lucien avec un froncement de sourcils. « L'odeur devient un problème. On va devoir faire quelque chose. »« Ah, comme quoi ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? » On ferme sa porte à clé, on bourre les fentes avec des chiffons et on ouvre toutes les fenêtres du reste de la maison. Avec de la chance, les voisins penseront que ça vient des égouts ou d'une des usines. C'était à la fois ingénieux et horrifiant. Émile pensait à tout, anticipait chaque problème avec une froideur qui glaçait Lucien jusqu'aux os. Son petit frère de 10 ans parlait de cacher l'odeur du cadavre de leur mère avec le même ton qu'il aurait utilisé pour discuter de la météo. Ils suivirent le plan d'Émile. Avant de fermer la porte de la chambre de Marianne, Lucien jeta un dernier regard à l'intérieur. Le drap qui recouvrait le corps avait pris une teinte sombre et humide. Des mouches bourdonnaient déjà autour, attirées par l'odeur de mort. Il referma rapidement la porte et ils la verrouillèrent avec une vieille clé rouillée, bourre tous les espaces possibles avec des torchons et des chiffons. « Voilà », dit Émile avec satisfaction. « Maintenant, on continue comme prévu. Mais continuer comme prévu s'avéra plus difficile que prévu. »
La maison avait pris une atmosphère oppressante, comme si la présence de la mort imprégnait chaque mur, chaque meuble. Lucien se surprenait à entendre des bruits, des craquements, des gémissements qu'il attribuait d'abord au vent ou à la vieille structure de la maison, mais qui semblaient toujours venir de la direction de la chambre fermée. L'esprit humain, dans sa tentative de traiter un trauma, joue des tours cruels. Lucien commença à avoir des moments où il oubliait complètement ce qui s'était passé. Il se levait le matin en pensant appeler sa mère pour le petit déjeuner, avant que la réalité ne le frappe comme un coup de poing au ventre. D'autres fois, il était convaincu qu'il n'avait pas vraiment vu ce qu'il pensait avoir vu. Peut-être que Marianne était simplement malade dans sa chambre. Peut-être qu'elle allait en sortir bientôt, pâle et affaiblie, mais vivante, et tout cela n'aurait été qu'une période troublée dont il ne reparlerait jamais. Mais ensuite, l'odeur lui rappelait la vérité. Émile, lui, semblait complètement imperméable à toute forme de remords ou de troubles psychologiques. Il continuait à planifier leur fuite, calculant combien de temps il pouvait rester avant que quelqu'un ne remarque vraiment l'absence de Marianne. Le lundi après-midi, une voisine, Madame Rousseau, une femme corpulente d'une 50aine d'années qui vivait de l'autre côté de la rue, frappa à la porte. Lucien et Émile échangèrent un regard paniqué. « Laisse-moi parler », murmura Émile avant d'ouvrir. « Bonjour, Madame Rousseau », dit-il avec un sourire innocent. « Bonjour les garçons, je voulais voir votre maman. J'ai frappé hier aussi, mais personne n'a répondu. Elle va bien ? » « Maman est très malade, » répondit Émile sans hésitation. « Elle tousse beaucoup et elle a de la fièvre. Elle nous a dit de pas la déranger et de pas laisser les voisins entrer pour qu'ils attrapent pas sa maladie. »« Oh, la pauvre, c'est quoi ? La grippe ? On sait pas trop, mais elle dort beaucoup et elle veut pas qu'on s'approche trop. » Madame Rousseau fronça les sourcils, mais sembla accepter l'explication. « Dites-lui que je peux lui apporter de la soupe si elle en a besoin. »« C'est très gentil, madame. On lui dira. » La voisine partit, mais Lucien pouvait voir qu'elle n'était pas entièrement convaincue. Son regard avait traîné un peu trop longtemps sur les fenêtres fermées du premier étage. « Elle va revenir, » dit Lucien dès que la porte fut refermée. « Elle n'a pas vraiment cru notre histoire. Peut-être, mais on a gagné un peu de temps. On part demain soir. » « Demain ? Mais on n'est que lundi. » « Justement, plus on attend, plus le risque augmente. J'ai tout calculé. On va prendre un train de marchandises vers Bruxelles demain nuit. J'ai vu comment les vagabonds font. Ils se cachent dans les wagons de charbon. Personne les contrôle vraiment. » Cette nuit-là, Lucien ne dormit presque pas. Chaque craquement de la maison le faisait sursauter. À plusieurs reprises, il crut entendre des pas dans le couloir, mais quand il regardait, il n'y avait rien. Émile dormait profondément à côté de lui, comme si rien au monde ne pouvait troubler son repos. Vers 3 heures du matin, incapable de tenir plus longtemps, Lucien se leva et descendit à la cuisine. Il alluma une bougie et s'assit à la table où, quelques jours plus tôt, ils prenaient encore leur repas avec leur mère. C'est là, dans le silence oppressant de la nuit, que la réalité de ce qu'il avait fait le frappa vraiment pour la première fois. Toute la dissociation, tout le déni s'effondra d'un coup. Il avait tué sa mère. Il avait enfoncé un couteau dans le corps de la femme qu'il avait portée pendant 9 mois, qu'il avait mise au monde, qui malgré tous ses défauts, l'avait élevée. Les larmes vinrent, des sanglots silencieux et profonds qui secouaient tout son corps. Il pleurait pour sa mère, pour lui-même, pour la vie qui aurait pu être et qui ne serait jamais. Il pleurait pour l'innocence qu'il avait perdue et qu'il ne retrouverait jamais. « Pourquoi tu pleures ?» Lucien sursauta violemment. Émile était dans l'encadrement de la porte, les bras croisés, le regardant avec une expression indéchiffrable. « J'arrive pas à... Je pense à elle. » Émile s'approcha et s'assit en face de lui. Dans la lumière tremblante de la bougie, son visage semblait plus vieux qu'il ne l'était, gravé de quelque chose de dur et de froid. « Écoute-moi bien, Lulu, tu peux pas te permettre de penser comme ça. C'est fait, on peut pas revenir en arrière. Tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est survivre. Et pour survivre, il faut arrêter de pleurer et commencer à penser clairement. Là, comment tu fais? Comment tu peux dormir alors qu'elle est juste là, morte à cause de nous ?» Les yeux noirs d'Émile brillèrent dangereusement. « À cause de toi, tu veux dire. C'est toi qui as tenu le couteau, Lulu.
Moi, j'ai juste frappé une fois avec le bâton. Elle serait peut-être survécue à ça. Mais toi, tu lui as planté le couteau dans le corps. 2 fois. C'est toi qui l'as tué. » Les mots étaient comme des gifles. Lucien le fixa, bouche bée, réalisant soudainement la terrible vérité de la manipulation d'Émile. Son frère l'avait manœuvré depuis le début, le poussant à être celui qui commettrait l'acte irréversible. Émile s'était assuré d'avoir les mains relativement propres, tandis que Lucien... « Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu m'as forcé à... »« Je t'ai pas forcé, » répondit Émile avec un calme glacial. « J'ai juste suggéré. C'est toi qui as décidé. C'est toi qui voulais qu'elle arrête de te battre, de te faire du mal. J'ai juste facilité la chose. » Pour la première fois, Lucien vit son frère tel qu'il était vraiment. Pas un complice, pas un partenaire dans le crime, mais un manipulateur froid et calculateur qu'il avait utilisé comme un outil pour accomplir ses propres objectifs, tout en gardant ses propres mains aussi propres que possible. « Tu es un monstre, » murmura Lucien. Émile sourit, ce sourire qui ne montait jamais jusqu'aux yeux. « Non, petit frère, je suis un survivant, et maintenant, toi aussi tu es un survivant, que tu le veuilles ou non. » Le mardi passa dans une brume anxieuse. L'odeur était maintenant si forte qu'il était impossible de l'ignorer. Même avec toutes les fenêtres ouvertes, même avec la porte de la chambre scellée, la puanteur de la décomposition imprégnait toute la maison. Ils passèrent la journée à préparer leur fuite, rassemblant leurs maigres possessions dans un sac de toile. Émile avait tout prévu. Il prendrait l'argent, quelques vêtements, et ils partiraient à pied jusqu'à la gare de marchandises au sud de la ville. De là, ils monteraient clandestinement sur un train, mais leurs plans furent interrompus par des coups violents à la porte. « Ouvrez! Police !» Les 2 garçons se figèrent, le sang quittant leur visage. Comment? Comment avait-il été découvert si vite? Les coups redoublèrent. « Ouvrez cette porte immédiatement ou nous l'enfonçons. » Émile regarda Lucien, et pour la première fois, la panique était visible dans ses yeux. Le masque de calme se fissurait. « La fenêtre arrière !» siffla-t-il. « On peut encore s'échapper par... » Mais c'était trop tard. La porte céda sous l'assaut des policiers, explosant dans un craquement de bois brisé. 3 agents en uniforme bleu marine envahirent la maison, leurs longues matraques à la main. « Où est votre mère? Où est Marianne Lefebvre ?» Les voisins. C'était Madame Rousseau qui avait alerté la police, convaincue que quelque chose n'allait pas. L'odeur, les fenêtres fermées, le comportement étrange des garçons, tout cela avait déclenché ses soupçons. Lucien ne dit rien. Il ne pouvait pas. Sa gorge était complètement serrée, sa langue collée à son palais. Mais Émile, même maintenant, essaya de mentir. « Elle est malade, monsieur l'agent, très malade. Elle veut pas être dérangée. Montrez-nous sa chambre, maintenant. » Il n'y avait plus d'échappatoire. Les policiers montèrent l'escalier, suivis par les 2 frères aux jambes tremblantes. Quand ils atteignirent la porte scellée, l'odeur était si forte que même les agents, pourtant habitués aux pires scènes de crime, grimacèrent. « Bon Dieu !» murmura l'un d'eux. « C'est pas l'odeur d'une personne malade. C'est... » Ils enfoncèrent la porte. La scène qui s'offrit à eux était cauchemardesque. Le corps de Marianne, recouvert de son drap taché, était maintenant visiblement gonflé par les gaz de décomposition. Des centaines de mouches s'envolèrent en un nuage vrombissant. L'odeur était si intense qu'un des agents dut sortir précipitamment pour vomir dans le couloir. Le sergent, un homme d'une 40aine d'années au visage durci par les années de service dans les quartiers pauvres, s'approcha du lit et souleva le drap avec précaution. Ce qu'il vit le fit reculer d'un pas. « Seigneur miséricordieux !» souffla-t-il, avant de se tourner vers les garçons. « Qui a fait ça? Dites-moi immédiatement qui a fait ça !» Émile ouvrit la bouche, mais cette fois, aucun mensonge ne sortit. Le choc de la découverte, la réalité de la situation, tout cela avait finalement brisé même sa froide assurance. Ce fut Lucien qui parla, sa voix à peine audible. « C'est moi qui l'ai tué. » L'arrestation des frères Lefebvre déclencha une tempête médiatique sans précédent dans l'histoire de Charleroi. Le journal de Charleroi, la Gazette de la Wallonie, et même des journaux de Bruxelles et de Paris s'emparèrent de l'affaire avec une voracité morbide.
Les gros titres rivalisaient de sensationnalisme. Le monstre de Charleroi, un enfant de 11 ans, tue sa mère pendant son sommeil. Les enfants du diable, fratricide macabre dans la basse ville. Dormir avec la mort, le crime qui glace la Belgique. L'affaire devenait instantanément un symbole de tout ce qui allait mal dans la société industrielle moderne. Les moralistes y voyaient la preuve de la dégradation des valeurs familiales. Les réformateurs sociaux l'utilisaient pour dénoncer les conditions de vie des classes ouvrières. Les religieux y voyaient le résultat de l'abandon de Dieu. Et presque unanimement, tous pointaient du doigt les feuilletons populaires et la littérature de crime comme les véritables coupables de la corruption de l'innocence enfantine. Lucien et Émile furent séparés dès leur arrestation et placés dans des cellules différentes de la prison de Charleroi, une bâtisse sinistre du XVIIIe siècle qui surplombait la Sambre. Lucien était dans un état de choc presque catatonique, incapable de parler ou de manger pendant les premiers jours. Émile, par contre, retrouva rapidement ses esprits et commença à élaborer une défense. L'interrogatoire de Lucien fut conduit par le commissaire principal Beaumont, un homme méthodique et étonnamment empathique pour son époque. Il comprit rapidement qu'il n'avait pas affaire à un criminel endurci, mais à un enfant profondément traumatisé et manipulé. « Lucien, dit-il doucement lors de leur première vraie conversation, 3 jours après l'arrestation. Je sais que c'est difficile, mais j'ai besoin que tu me racontes exactement ce qui s'est passé. Depuis le début. » Et Lucien raconta tout. Les corrections de Marianne, l'alcoolisme, l'abandon du père, l'influence constante d'Émile, les feuilletons, le couteau, cette nuit terrible. Les mots sortaient comme une hémorragie, impossible à arrêter une fois commencé. « Mais pourquoi l'as-tu fait, finalement » demanda Beaumont. « Qu'est-ce qui t'a poussé à passer à l'acte cette nuit-là » Lucien ne put répondre immédiatement. La vérité était qu'il ne savait pas vraiment lui-même. C'était un mélange toxique de peur, de rage, de manipulation, d'influence littéraire morbide et de désespoir. Comment expliquer tout cela à cet homme qui le regardait avec ses yeux perçants, mais pas dénués de compassion? « J'avais peur, » finit-il par murmurer, « peur qu'elle nous tue, peur de finir à l'orphelinat, peur de tout. » Et Émile disait que c'était la seule solution. Il disait qu'après, on serait libre. « Et tu te sens libre maintenant ?» Lucien éclata en sanglots, les premiers vrais sanglots depuis son arrestation. « Non, monsieur, je me sens mort à l'intérieur. » L'interrogatoire d'Émile révéla un personnage complètement différent. Il nia d'abord toute implication, puis, confronté aux témoignages de Lucien et aux preuves physiques, ses empreintes sur le gourdin, il changea de stratégie. « C'était Lucien, » affirma-t-il avec conviction. C'est lui qui voulait le faire. Moi, j'essayais de l'en dissuader, mais il était obsédé par ses livres, par ses histoires de criminels. Il disait que c'était comme dans les feuilletons, que les héros se vengeaient toujours. J'ai essayé de l'arrêter, vraiment. Mais quand j'ai vu qu'il allait le faire quand même, j'ai eu peur qu'il me tue aussi, si je m'opposais à lui. La version d'Émile était habilement construite pour minimiser sa propre culpabilité tout en présentant Lucien comme le cerveau et l'exécuteur principal. C'était une trahison absolue, mais typique de son caractère manipulateur. Le procès eut lieu en septembre 1895, dans le grand tribunal de Charleroi. La salle était bondée de journalistes, de curieux, d'experts en tout genre, venus observer ce qu'on appelait déjà le procès du siècle. L'atmosphère était électrique, presque festive, d'une manière macabre. Lucien et Émile furent amenés séparément, enchaînés et escortés par des gardes. Lucien avait maigri de manière alarmante, ses yeux creux et son teint cireux lui donnant l'apparence d'un fantôme. Émile, par contre, semblait presque normal, ses yeux balayant la foule avec ce qui ressemblait presque à de la curiosité. Le procureur, maître Auguste Fontaine, était un homme imposant à la voix tonitruante qui ne cachait pas son mépris pour les accusés. Il présenta l'affaire comme un exemple parfait de la dégénérescence morale qui infectait la société. « Messieurs les jurés, nous sommes ici témoins non pas d'un simple crime, aussi horrible soit-il, mais d'un symptôme d'une maladie qui ronge notre civilisation.
Ces enfants, et j'utilise ce terme avec réticence car ils ont perdu le droit à cette appellation, ont été corrompus par une littérature vile et dégradante. Les feuilletons de crimes et de violences trouvés en possession de l'accusé principal, Lucien Lefebvre, démontrent clairement l'origine de ses pensées meurtrières. Il brandit les feuilletons froissés de Lucien comme des pièces à conviction damnante, lisant à haute voix des passages particulièrement violents pour choquer le jury. Voici ce que lisait ce garçon. Des histoires de meurtres, de vengeances sanglantes, de criminels présentés comme des héros. Est-il surprenant qu'un esprit jeune et impressionnable, nourri de telles horreurs, finisse par reproduire ce qu'il a absorbé? La défense de Lucien était assurée par maître Philippe Lacroix, un jeune avocat idéaliste qui avait accepté le cas pro bono. Il tenta une défense basée sur l'abus et la manipulation. Messieurs les jurés, regardez cet enfant. Regardez-le vraiment. Voyez-vous un monstre ou voyez-vous une victime? Lucien Lefebvre a grandi dans des conditions de violence et de négligence extrêmes. Sa mère, que Dieu ait son âme, était une femme brisée par l'alcool et le désespoir, qui battait régulièrement ses enfants. Son père les avait abandonnés, et son frère Émile a systématiquement manipulé et poussé Lucien à commettre cet acte terrible. Il fit témoigner des voisins qui confirmèrent les cris et les coups qui émanaient régulièrement de la maison Lefebvre. Le docteur Lavergne, ironiquement le même qui avait donné la conférence sur les influences néfastes des feuilletons, témoigna sur l'état mental de Lucien. Cet enfant souffre de ce que nous appelons une folie morale induite par un environnement traumatique et des influences externes pernicieuses. Il n'avait pas la capacité mentale de distinguer clairement entre le bien et le mal au moment des faits. Son esprit était dans un état de confusion totale, exacerbé par la manipulation évidente de son frère. Mais le moment le plus dramatique du procès fut le témoignage d'Émile contre Lucien. Appelé à la barre, Émile joua son rôle de victime innocente avec une conviction troublante. « J'aimais ma mère », dit-il, des larmes coulant sur ses joues, des larmes que Lucien savait être complètement factices. Même quand elle était dure avec nous, je savais qu'elle faisait de son mieux, mais Lucien la haïssait. Il lisait tout le temps ces histoires horribles, et il me disait comment il voulait se venger. J'ai essayé de l'en empêcher cette nuit-là, vraiment. J'ai essayé de la réveiller pour qu'elle s'enfuit, mais Lucien m'a menacé avec le couteau. Il a dit que si je l'arrêtais, il me tuerait aussi. La salle explosa en murmures scandalisés. Lucien, depuis le banc des accusés, regarda son frère avec une expression de trahison absolue. Leurs yeux se rencontrèrent pendant un instant, les yeux gris de Lucien, emplis de douleur et d'incompréhension, les yeux noirs d'Émile froid et calculateur même au milieu de ses fausses larmes. « Traître !» murmura Lucien, assez fort pour que plusieurs personnes l'entendent. « Tu mens ! Tu mens !» Le juge fit évacuer Lucien de la salle temporairement pour restaurer l'ordre. Le procès dura 5 jours. Les délibérations du jury prirent presque une journée entière. La question n'était pas de savoir si Lucien était coupable, il avait avoué et les preuves étaient écrasantes, mais de déterminer son état mental et par conséquent sa sentence. Le verdict fut finalement rendu par le président du jury, un notable local visiblement secoué par toute l'affaire. Nous trouvons l'accusé Lucien Lefebvre coupable du meurtre de Marianne Lefebvre, sa mère. Cependant, nous recommandons la clémence en raison de son jeune âge et de son état mental manifestement perturbé. Nous estimons qu'il n'était pas pleinement responsable de ses actes au moment des faits. Concernant Émile, la situation était plus compliquée. Son témoignage l'avait en grande partie exonéré, bien que certains dans la salle, dont le commissaire Beaumont, étaient convaincus qu'il avait joué un rôle bien plus important qu'il ne l'admettait. Le juge prononça la sentence « Lucien Lefebvre, en considération de ton jeune âge et de ton état mental, tu es condamné non pas à la mort ou à la prison à vie, mais à l'internement indéfini dans l'asile psychiatrique de la Charité de Liège, où tu recevras les soins et le traitement nécessaires jusqu'à ce que les autorités médicales estiment que tu ne représentes plus un danger pour la société.
Émile Lefebvre, bien que ton rôle dans cette tragédie reste ambigu et en reconnaissance de ta coopération avec la justice, tu es placé sous la tutelle de l'État et seras envoyé à l'école de réforme de Molle jusqu'à ta majorité. C'était fini. Le petit loup était jugé et condamné. L'asile de la Charité de Liège était un labyrinthe de pierres grises entouré de hauts murs, situé dans la périphérie brumeuse de la ville. C'était un endroit où on enfermait ceux que la société ne savait pas comment gérer, les fous, les criminels considérés comme insensés, les enfants défectueux. Lucien y passa les 15 années suivantes de sa vie. Les premières années furent un cauchemar de confusion mentale et de traitements brutaux, des bains glacés pour calmer les passions morbides, des saignées censées purger les humeurs noires, un isolement presque total pour éviter les mauvaises influences. Mais lentement quelque chose changea. Peut-être était-ce la routine rigide de l'asile, peut-être était-ce simplement le passage du temps et la maturation. Mais Lucien commença à émerger de son état de choc traumatique. Il recommença à lire, non plus des feuilletons sensationnalistes, mais des livres de philosophie, de psychologie, des œuvres classiques. Un nouveau directeur médical, le docteur Roussel, un homme progressiste influencé par les nouvelles théories de Freud, prit Lucien sous son aile. Il voyait en lui non pas un monstre, mais un cas d'étude fascinant. Un esprit brillant corrompu par les circonstances et manipulé par un frère sociopathe. « Tu comprends maintenant ce qui s'est passé ?» demanda le docteur Roussel lors d'une de leurs nombreuses sessions alors que Lucien avait 23 ans. « Je pense que oui, » répondit Lucien, sa voix beaucoup plus mature maintenant, marquée par une tristesse profonde et permanente. Émile a toujours su exactement ce qu'il faisait. Il m'a manipulé, m'a poussé à être celui qui commettrait l'acte irréversible pendant qu'il gardait ses mains propres. Je n'excuse pas ce que j'ai fait, j'en porte l'entière responsabilité, mais je comprends maintenant comment j'ai été amené à le faire. Et que ressens-tu envers ton frère ? Lucien resta silencieux pendant un long moment. Rien, c'est étrange, mais je ne ressens rien, ni haine, ni amour, ni même ressentiment. C'est comme s'il était mort pour moi. Ou peut-être que c'est moi qui suis mort à tout. Émile, de son côté, disparut après sa sortie de l'école de réforme à 18 ans. Certaines rumeurs disaient qu'il avait émigré en France sous un faux nom. D'autres prétendèrent l'avoir vu à Anvers, travaillant comme comptable, parfaitement intégré dans la société, sans aucun signe de trouble ou de remords. Il ne fut plus jamais lié à aucun crime, disparaissant dans l'anonymat de la société moderne. Lucien fut libéré en 1910, à l'âge de 26 ans, jugé finalement sain d'esprit et ne représentant plus un danger. Il quitta l'asile un matin brumeux d'octobre, portant ses seules possessions dans un petit baluchon. Le monde avait changé pendant ces années d'internement. L'électricité éclairait maintenant les rues, des automobiles commençaient à remplacer les chevaux, le cinéma naissant offrait de nouvelles formes de divertissement. Mais pour Lucien, le monde restait fondamentalement le même, un endroit dur et impitoyable où les faibles étaient broyés. Il changea de nom, devenant Lucien Bertrand, et trouva du travail comme employé dans une librairie de Bruxelles. Ironiquement, il passait ses journées entouré de livres, non plus des feuilletons sensationnalistes, mais de la littérature sérieuse, de la philosophie, de la poésie. Il ne se maria jamais, n'eut jamais d'enfant, vécut une vie de solitude austère et de pénitence silencieuse. Chaque anniversaire de la mort de sa mère, il allait dans une église. Il n'était jamais devenu vraiment religieux, mais le rituel lui semblait nécessaire, et priait pour son âme et pour la sienne. Il mourut en 1954, à l'âge de 70 ans, d'une crise cardiaque dans sa petite chambre au-dessus de la librairie. Ses collègues le décrivirent comme un homme tranquille, triste, toujours poli, mais jamais vraiment présent, comme s'il vivait constamment à moitié dans un autre monde. Dans les papiers qu'il laissa derrière lui, on trouva un manuscrit inachevé, une sorte de confession ou de mémoire qu'il avait écrite pendant ces dernières années. Les dernières lignes disaient « J'ai passé toute ma vie à essayer de comprendre ce qui s'est passé cette nuit de juillet 1895.
Comment un enfant peut-il devenir un meurtrier? Était-ce la pauvreté, la violence domestique, l'influence des feuilletons, la manipulation de mon frère? Ou était-ce simplement quelque chose de brisé en moi depuis le début? Je ne sais toujours pas. Peut-être n'y a-t-il pas de réponse simple. Peut-être que le mal, si c'est le bon mot, est toujours le résultat d'une constellation de facteurs qui convergent au mauvais moment. Tout ce que je sais avec certitude, c'est que j'ai pris une vie qui ne m'appartenait pas. Et pour cela, aucune quantité de temps, de remords ou de pénitence ne sera jamais suffisante. Je porterai cette dette jusqu'à mon dernier souffle. Le petit loup est mort cette nuit-là. Lucien Lefebvre est mort aussi. Ce qui a survécu n'est qu'une ombre, une coquille vide portant le poids d'un péché impardonnable. Que Dieu, si Dieu existe, et s'il peut écouter quelqu'un comme moi, ait pitié de mon âme, et qu'il ait pitié de toutes les âmes perdues qui, comme moi, ont été broyées par les mécanismes impitoyables de ce monde cruel. Ika, qu'avez-vous pensé de l'histoire? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce cas terrifiant. Envie d'autres histoires d'horreur mêlant histoire et mystère? Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec ceux qui aiment le côté obscur de l'humanité. À bientôt pour le prochain cauchemar. L'affaire Lefebvre ne disparut jamais vraiment de la conscience collective belge. Elle devint un cas d'école dans les débats sur la criminalité juvénile, l'influence des médias et les limites de la responsabilité pénale des enfants. Dans les années qui suivirent le procès, la Belgique adopta plusieurs lois restrictives concernant la vente de feuilletons sensationnalistes aux mineurs. Des campagnes de moralité publique utilisèrent le cas de Lucien comme exemple de ce qui arrivait quand les jeunes esprits étaient empoisonnés par la littérature de crime. Ironiquement, ces mêmes campagnes contribuèrent à immortaliser l'histoire, la transformant en légende urbaine. Des décennies plus tard, des criminologues et des psychologues continuèrent à étudier le cas. Certains voyaient en Lucien une victime de son environnement, un enfant battu, manipulé et abandonné qui avait agi dans un moment de désespoir. D'autres le considéraient comme un exemple précoce de psychopathie juvénile, malgré les preuves substantielles de sa capacité ultérieure à ressentir des remords profonds. Émile resta une énigme. Son témoignage au procès, ses larmes calculées, sa capacité à se réinventer complètement après sa libération, tout cela suggérait un individu avec des traits sociopathiques prononcés. Pourtant, sans crimes ultérieurs documentés, il devint simplement un fantôme, une ombre dans l'histoire de son frère. La maison du 17 rue des Flammes fut démolie en 1898, 3 ans après le meurtre. Les voisins avaient refusé de vivre à proximité d'un endroit où un tel mal s'était produit. À sa place, on construisit un petit square avec un banc et quelques arbres, une tentative de purification symbolique d'un espace maudit. Auguste Lefebvre, le père absent, apprit le meurtre de sa femme et l'arrestation de ses fils plusieurs mois après les faits, alors qu'il se trouvait encore à Batavia. Il ne revint jamais en Belgique. Selon les rapports consulaires, il mourut en 1902 de fièvre tropicale, n'ayant jamais revu ses fils, ni manifesté le moindre désir de le faire. Dans ses derniers papiers, il ne mentionna jamais sa famille, comme si elle n'avait jamais existé. Le commissaire Beaumont, qui avait mené l'enquête initiale, prit sa retraite en 1905. Dans ses mémoires, publiés en 1908, il consacra un chapitre entier à l'affaire Lefebvre. De tous les crimes que j'ai investigués dans ma carrière, celui-ci reste le plus troublant. Non pas pour sa brutalité, j'ai vu bien pire, mais pour la tragédie humaine qu'il représente. 2 enfants, abandonnés par leur père, maltraités par leur mère, se sont retrouvés dans une situation où le meurtre leur semblait être la seule issue. Qui sont les vrais coupables? Les garçons qui ont commis l'acte, la mère qui les maltraitait, le père qui les avait abandonnés, la société qui permettait que des enfants vivent dans de telles conditions? Je n'ai jamais trouvé de réponse satisfaisante. Le docteur Roussel, le psychiatre qui avait traité Lucien à l'asile, publia en 1912 une étude de cas détaillée, en changeant les noms pour protéger l'identité de son patient, mais tous savaient de qui il parlait.
Il y décrivait la transformation remarquable d'un enfant traumatisé et manipulé en un adulte conscient, remords et intellectuellement sophistiqué. Le KL démontre que même dans les crimes les plus horribles commis par des enfants, il existe une capacité de rédemption morale, sinon juridique. L'enfant qui a tué sa mère à 11 ans est devenu un homme qui comprend pleinement la gravité de son acte et qui vit chaque jour avec ce poids. N'est-ce pas là une forme de punition plus profonde que n'importe quelle sentence légale? Madame Rousseau, la voisine qui avait alerté la police, ne se remit jamais vraiment de sa découverte. Elle développa une forme de culpabilité du survivant, se demandant constamment si elle aurait pu intervenir plus tôt, sauver Marianne avant qu'il ne soit trop tard. Elle mourut en 1900, et selon sa fille, ses derniers mots furent « Les enfants, il fallait sauver les enfants ». La tombe de Marianne Lefebvre au cimetière communal de Charleroi ne porta jamais de nom. Elle fut enterrée dans une section réservée aux indigents, avec seulement une simple croix en bois marquant l'emplacement. Cette croix pourrit et disparut avec le temps, et aujourd'hui personne ne sait exactement où elle repose. C'était peut-être approprié. Elle avait vécu dans l'oubli et la misère, et elle mourut de la même manière. Dans les années 1920, un dramaturge belge, Paul Delvaux, écrivit une pièce inspirée de l'affaire, intitulée « Les enfants de la fumée », en référence aux usines de Charleroi. La pièce fut controversée et finalement interdite après seulement 3 représentations, jugée trop perturbante et trop sympathique envers les meurtriers. Mais elle survécut sous forme de manuscrit et fut redécouverte dans les années 1960, devenant un texte culte du théâtre expérimental. En 1935, à l'occasion du 40e anniversaire du crime, Le Soir publia un long article rétrospectif. Le journaliste avait réussi à retrouver plusieurs personnes qui avaient connu les Lefebvre. Un ancien camarade d'école de Lucien se souvenait « C'était un garçon silencieux, toujours plongé dans ses livres. On le taquinait parfois, mais il réagissait jamais. Il avait cette manière de vous regarder qui mettait mal à l'aise, comme s'il voyait à travers vous. Après ce qui s'est passé, on a tous eu peur. Si Lucien pouvait faire ça, qu'est-ce qu'on était tous capables de faire ?» Une ancienne collègue de Marianne à la manufacture témoignait « Marianne était une femme brisée. Son mari l'avait abandonnée, elle avait 2 bouches à nourrir, et le gin était sa seule consolation. Est-ce que ça excuse comment elle traitait ses garçons? Non, mais ça l'explique. La pauvreté fait des choses terribles aux gens. Elle les vide de leur humanité. » En 1954, quand Lucien mourut, sa mort passa presque inaperçue. Une petite notice nécrologique dans Le Soir mentionnait seulement « Décès de Lucien Bertrand, 70 ans, employé de librairie, sans famille ». Personne ne fit le lien avec le Petit Loup de 1895. Il avait réussi, dans la mort au moins, à échapper à son passé. Son manuscrit inachevé fut découvert par le propriétaire de la librairie, M. Vandenberg, qui le lut avec un mélange d'horreur et de fascination. Après une longue réflexion morale, il décida de le confier aux archives de l'Université libre de Bruxelles, où il reste aujourd'hui, accessible aux chercheurs mais rarement consulté. Quant à Émile, son destin final reste un mystère. Certains historiens pensent l'avoir identifié comme Émile Fontaine, un comptable respectable de Lyon qui mourut en 1963, laissant derrière lui une femme et 3 enfants qui ne surent jamais rien de son passé. D'autres croient qu'il émigra en Argentine ou en Amérique, se perdant complètement dans le vaste monde. Une théorie plus sombre suggère qu'Émile continua sa carrière de manipulateur, orchestrant peut-être d'autres crimes sans jamais se salir les mains lui-même. Mais sans preuve concrète, ce ne sont que des spéculations. Ce qui est certain, c'est qu'Émile vécut sa vie sans jamais exprimer publiquement le moindre remords pour ce qui s'était passé cette nuit de juillet 1895. S'il en ressentait en privé, il l'emporta dans la tombe. L'histoire de Lucien et Émile Lefebvre pose des questions qui restent pertinentes plus d'1 siècle après les faits. Où commence la responsabilité personnelle et où se termine l'influence de l'environnement? Un enfant de 11 ans peut-il vraiment comprendre la permanence de la mort? La rédemption est-elle possible après un acte aussi horrible?
Et peut-être la question la plus troublante, qui était le vrai monstre? Lucien qui a tenu le couteau ou Émile qui l'a manipulé pour le faire? Les réponses faciles n'existent pas. Chaque génération réexamine l'affaire à travers le prisme de sa propre époque et de ses propres valeurs. Dans les années 1890, on blâmait les feuilletons. Dans les années 1960, on blâmait la pauvreté et les structures sociales. Dans les années 2000, on parlerait de traumatisme intergénérationnel et de santé mentale. Mais au cœur de toutes ces interprétations reste une vérité simple et terrible. Une nuit de juillet 1895, dans une maison sombre et étouffante de Charleroi, un enfant a tué sa mère. Et 3 personnes ont dormi dans cette maison cette nuit-là. 2 vivants et 1 mort. Ce qui se passe dans l'esprit d'un enfant qui dort à côté du cadavre de sa mère, c'est quelque chose que nous ne pouvons qu'imaginer. Lucien lui-même, dans son manuscrit, avoua ne jamais avoir été capable de mettre des mots sur cette expérience. Les 2 nuits que j'ai passées dans cette maison après le meurtre restent un trou noir dans ma mémoire. Je me souviens de certains détails avec une clarté horrible. L'odeur, le bourdonnement des mouches, le sentiment d'irréalité totale. Mais l'expérience psychologique globale est au-delà de toute description. C'était comme si mon esprit s'était fragmenté, se protégeant contre une réalité trop horrible pour être traitée. Une partie de moi savait exactement ce qui s'était passé. Une autre partie continuait à agir comme si c'était un jour normal. Et une 3e partie, la plus profonde, hurlait silencieusement dans un coin de mon âme, un hurlement qui ne s'est jamais vraiment arrêté. Aujourd'hui, si vous vous promenez dans le quartier de la basse ville de Charleroi, maintenant partiellement rénové et gentrifié, vous pourriez passer devant ce qui fut autrefois la rue des Flammes, rebaptisée rue de la Liberté dans les années 1920. Le petit square qui remplaça la maison du numéro 17 existe toujours, bien que peu de gens connaissent son histoire. Sur le banc du square, parfois, des personnes âgées du quartier se rassemblent. Certains sont assez vieux pour avoir entendu l'histoire de la bouche de leurs grands-parents. Ils racontent aux jeunes générations le conte du petit loup. Mais avec le temps, l'histoire est devenue une légende, mélangée à des éléments folkloriques et fantastiques qui obscurcissent la vérité tragique. Dans ses versions déformées, Lucien devient un monstre surnaturel, Émile un démon tentateur et Marianne une sorcière cruelle. La réalité, bien plus complexe et troublante, est perdue dans la brume du temps. Mais pour ceux qui étudient l'histoire de la criminalité juvénile, pour les psychologues qui s'intéressent au développement moral des enfants, pour les sociologues qui examinent l'impact de la pauvreté et de la violence domestique, l'affaire Lefebvre reste un cas d'étude essentiel, car elle nous rappelle que les monstres ne naissent pas dans le vide. Ils sont créés par la négligence, par l'abus, par la manipulation, par un système social qui permet que des enfants grandissent dans des conditions inhumaines. Lucien Lefebvre n'était pas né mauvais. Il a été transformé en quelque chose de terrible par une confluence de circonstances tragiques. Et Émile reste l'énigme la plus troublante. Était-il né avec quelque chose de cassé en lui, un manque fondamental d'empathie qui aurait émergé quelles que soient les circonstances? Ou était-il aussi un produit de son environnement, ayant simplement développé des mécanismes de défense différents de ceux de son frère? Nous ne le saurons jamais. Ce que nous savons, c'est que cette nuit de juillet 1895, dans les ombres enfumées de Charleroi, l'innocence est morte. Et pas seulement celle de Marianne Lefebvre, mais aussi celle de ses 2 fils, l'un qui devint un meurtrier tourmenté par le remords, l'autre un manipulateur qui disparut dans l'anonymat. La terrible histoire du petit loup n'est pas simplement l'histoire d'un crime, c'est l'histoire de la façon dont les êtres humains peuvent être brisés, c'est l'histoire de la manipulation, de la survie et du prix terrible de la violence. C'est aussi un avertissement. Dans chaque époque, dans chaque société, il y a des enfants comme Lucien et Émile, abandonnés, maltraités, désespérés. La question est, que faisons-nous pour eux? Les ignorons-nous jusqu'à ce qu'ils deviennent des monstres? Ou trouvons-nous un moyen d'intervenir, de briser le cycle de violence avant qu'il ne soit trop tard?
L'affaire Lefebvre nous dit que parfois nous intervenons trop tard. Et quand nous le faisons, tout ce qui reste est de juger, de punir et d'essayer de comprendre comment quelque chose d'aussi horrible a pu arriver. Le petit loup est mort il y a longtemps. Mais son histoire continue à hanter, à questionner, à nous forcer à regarder dans les coins sombres de l'âme humaine et de la société que nous construisons. Et dans ces coins sombres, qui sait quels autres petits loups attendent, affamés et désespérés, prêts à mordre.